Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Fondation Alzheimer. Nous allons aujourd'hui traiter d'une question qui est importante, qui nous a tous préoccupés pendant les 2 années qui sont venues. Quel est en fait l'impact du Covid sur notre cerveau? Alors depuis 2 ans, énormément de chercheurs ont travaillé sur la question et on s'est rendu compte que certes le Covid touchait notre organisme, mais que le cerveau était également touché. Alors pour répondre à cette question, ou à ces questions, puisque vous verrez qu'elles sont nombreuses, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui 3 spécialistes de la question qui ont travaillé également sur ces conditions entre Covid et cerveau. Et en particulier, on a la chance d'avoir aujourd'hui le professeur Benjamin Davido, que vous connaissez certainement, très médiatisé, qui a été très présent, toujours très clair dans ses messages au cours de la crise, et qui nous parlera du Covid et du sujet âgé. Alors, il est infectiologue dans le service des maladies infectieuses et tropicales. Il dirige le centre médical de crise et il est référent Covid-19 à l'hôpital Poincaré à Garches. Il est vice-président de la commission des anti-infectieux et directeur adjoint au département médico-universitaire. Nous aurons ensuite le docteur Julie Gonod, qui est chercheur à l'INSERM à Caen, qui, elle, nous parlera de l'effet du confinement sur notre santé mentale. Et enfin, une question beaucoup plus générale, plus fondamentale, qui sera traitée par le professeur Daniel Sélian. Est-ce que le Covid est une maladie neurologique, qui est professeur à la PHP Sorbonne à Paris, à Sorbonne Université à Paris. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le professeur Benjamin Davido, que j'appelle à monter sur la scène. Bonjour à tous, j'espère que ça a marché. Impeccable. Bonjour Benjamin, on te voit très bien, on t'entend parfaitement. Donc vous voyez son image, vous le reconnaissez certainement. Il a été très présent pendant la crise. Avec quelques couleurs en plus, avec la saison de l'été. Voilà. Donc voilà, on te passe tes diapos. Parfait. Et tu commences quand tu veux. Eh bien, merci beaucoup Philippe, bonjour à tous. Si j'ai bien compris, donc c'est un public qui est relativement large. Et donc, je vais essayer de démocratiser le plus possible le discours dans le temps qui m'est imparti. Et je vais vous raconter une histoire, parce que j'aime bien raconter des histoires avec un petit air. Et pour commencer, d'abord, il faut se remettre dans le temps, c'est un petit peu retour vers le futur. Et malheureusement, là, vous ne pouvez pas participer, mais je vous demande à quelle date a été décrit le premier cas mondial. Un petit peu d'humour. Est-ce que c'est le 17 novembre? Est-ce que c'est le 2 décembre 2019? Ou est-ce que c'est le 19-19-2019? Et vous avez le droit à tout un tas de tests. C'est comme dans l'émission. Et tout ça pour vous dire, que ça fait maintenant plus de 2 ans que le premier cas mondial a été découvert et que le temps passe et que c'est probablement maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors c'est justement une histoire qui date pas d'hier et vous voyez que le Covid et les symptômes en gériatrie, c'est-à-dire chez le sujet âgé, c'est une des questions qui s'est posée finalement très tôt avec des systèmes d'alerte et notamment nos collègues à Montpellier, le professeur Blin, qui avait remarqué dans des EHPAD ce terrain prédisposant chez les sujets âgés. Et vous voyez, j'ai souligné en jaune un petit peu les symptomatologies qui étaient trompeuses. Et on voit notamment que les gens consultaient, ce qu'on voit d'ailleurs aussi un petit peu avec Omicron chez le sujet âgé, pour des symptomatologies essentiellement digestives, parfois pas de fièvre, des changements du comportement, ce qui rejoint un petit peu la thématique d'aujourd'hui du fonctionnement du Covid et du cerveau, et une asthénie qui est une grande fatigue. Et ce signal d'alerte avait justement été mis en balance par rapport à la présentation caricaturale respiratoire. Et vous voyez en bas, si vous arrivez à lire, que on avait parfois des gens qui présentaient des chutes inhabituelles, qui tombaient, qui étaient moins vigilants, qui étaient confus, et que ça amenait ensuite à ces fameux signes respiratoires. Et en mars 2020, vous voyez, l'Agence nationale de santé met en évidence ces signes particuliers. Et je vous ai rajouté que s'il fallait retenir quelque chose de cet exposé aujourd'hui, c'est que le sujet âgé, et ce n'est pas quelque chose qui est d'ailleurs lié qu'au Covid, c'est toujours une présentation particulière atypique. Donc le quotidien du médecin fait la une à cette même période, fin mars 2020. Vous voyez que la Direction générale de la santé monte au créneau et renforce cette idée d'une forme digestive, comme une gastro-entérite finalement, avec un état confusionnel chez des gens qui n'ont pas toujours de la fièvre, et ce qui met en évidence probablement une atteinte, entre guillemets, neurologique de cette maladie et la diversité de ces symptômes. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait spécifiquement, vous voyez, un petit chapitre en mai 2020 sur Covid-19 et personnes âgées, questions-réponses. Et à l'époque, on peut sourire aujourd'hui, une des questions était: existe-t-il un vaccin, un médicament ou un traitement? Et je crois qu'on peut se féliciter, après 2 ans de pandémie, qu'on peut répondre oui à cette question, ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Donc un petit peu de science, parce que c'est notre domaine de compétence en tant que chercheur, qu'infectiologue. Et vous voyez, quand on avance dans le temps, en juin 2020, les collègues de Wuhan décrivent justement chez les sujets âgés ces particularités. Et vous voyez que plus on a, je suis désolé, le cerclage a été un petit peu décalé, mais plus on a des maladies générales, plus on a ce que vous avez déjà probablement entendu et vous savez peut-être déjà, de la tension, du diabète, eh bien, plus on va se retrouver avec des symptômes associés qui peuvent conduire chez les sujets âgés à des formes atypiques, voire une hospitalisation. Et à droite, ce que vous pouvez lire, je ne sais pas si vous voyez la souris, c'est que le plus on va avoir des paramètres biologiques dégradés, eh bien, plus on va avoir malheureusement un pronostic péjoratif mauvais. Et on sait que plus on est âgé, plus on a des maladies générales, plus on a des probabilités d'avoir un dysfonctionnement du rein, du cœur, toutes ces maladies du quotidien qui malheureusement font la particularité et l'apanage du Covid chez le sujet âgé. Toujours dans notre série de sujets âgés, les Français Cocorico qui décrivent à Strasbourg en fin d'année 2020, rétrospectivement, les cas qu'ils avaient vus chez une population, vous voyez, âgée, qui avait 84 ans en moyenne, essentiellement des gens qui vivaient à domicile, peu de personnes en EHPAD, et qui montrent de façon très intéressante que les facteurs de risque de décéder de cette maladie, c'est finalement du bon sens, c'est-à-dire c'est le délai qu'on va mettre entre le début des symptômes et le moment donné où on va consulter aux urgences, et le fait d'avoir ce qu'on appelle une hémodynamique stable, ou à contrario instable, qui va être un facteur protecteur ou délétère, c'est-à-dire que si on a des signes respiratoires, une tension, et que l'organisme répond mal, eh bien c'est assez logique. Et ce qui sont des critères de bon sens qu'on connaît dans beaucoup de maladies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on perd de temps à diagnostiquer, plus c'est grave, et plus c'est grave, moins bon est le pronostic. Encore fallait-il le démontrer. Les collègues de la PHP qui ont caractérisé plus de 800 patients, notamment il y a nos collègues de service de gériatrie de beaucoup d'hôpitaux parisiens qui ont travaillé, qui ont montré la particularité de ces patients de plus de 70 ans. Et vous voyez que notamment le fait d'être un homme augmente la probabilité de faire une forme grave et d'être hospitalisé. Le fait d'avoir des signes, des marqueurs indirects de dépendance augmente la probabilité d'être à l'hôpital et de former une forme sévère, etc., etc. Et plus on a une atteinte sévère sur le scanner, plus on est à risque malheureusement de décéder. Et donc la moralité en quelque sorte, c'est qu'on le sait malheureusement, plus on est fragile, plus on est dépendant, plus on est à risque de faire un Covid sévère. Donc cet impact biologique du Covid finalement sur la santé mentale des sujets âgés, tout à l'heure je crois qu'on parlera de la santé mentale au sens large et l'aspect psychologique, c'est un schéma très intéressant que j'ai retrouvé de nos collègues italiens, sans me tromper, qui ont fait ce travail, publié dans Molecular Morphology en 2021, et qui vous montre, au-delà de ce picogramme que je trouve extrêmement bien fait, qu'en réalité l'infection est un état de stress pour l'organisme, que le fait d'avoir cet état d'inflammation qui est dû à la maladie, vous voyez sur le pictogramme le virus, crée ce qu'on appelle un état d'hyperinflammation, cette fameuse aura cytokinique, et que cette inflammation qui porte un nom scientifique qui s'appelle l'inflammaging, comme l'inflammation due à l'âge, va permettre en quelque sorte au virus de mieux attaquer l'organisme parce qu'on a une moins bonne réponse au cortisol, qui est l'équivalent d'ailleurs de la cortisone, qui est l'hormone liée au stress, ce qui explique la particularité. Et cette sévérité et cette inflammation qui va toucher tous les vaisseaux et les vaisseaux qui vont jusqu'au cerveau expliquent notamment ces atteintes neurologiques qui sont beaucoup plus fréquentes après 50 ans que chez les gens et les sujets jeunes. Donc, à nouveau, un mot sur ce Covid-19 et ce sujet âgé. Il faut comprendre que la particularité, puisqu'on a dit que la présentation était particulière, fait qu'on va être particulièrement vigilant. Et vous voyez que des fiches faites par les experts, nos collègues de gériatrie, de sociétés françaises, le COREB, qui est l'organisme qui s'occupe de la gestion du risque épidémiologique et biologique, ont mis ces fiches de surveillance qui sont assez légitimes en disant qu'il faut tenir compte de l'atypie, qu'il faut être capable, si on veut garder les gens à domicile, d'être capable de mettre en place ces traitements à la maison, que ce soit l'oxygène, des médicaments. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des médicaments. On évite les aérosols parce que ça crée des transmissions aériennes du virus. Et puis des mesures complémentaires de bon sens qui sont que quand on est âgé, souvent on a du mal à boire, à stimuler, à avoir des apports nutritionnels qui sont corrects,
qu'on ne va pas interrompre les traitements antihypertenseurs des patients. À un moment donné, c'était des questions qui se posaient. Et puis de contrôler tous les facteurs aggravants qui peuvent aggraver le syndrome confusionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des médicaments qui potentiellement peuvent être confusionnels chez les sujets. Eh bien, on va les nettoyer, on va faire appel à des médecins qui vont pouvoir simplifier les choses et qu'il faut une surveillance particulière et qu'en réalité, le meilleur traitement reste la prévention avant tout et la vaccination. Un mot sur les séquelles, sans rentrer dans des considérations très médicales. C'est un article récent, donc je vais vous en parler, en février 2022, qui montre que justement, après 65 ans, on est plus à risque de faire des séquelles dans la phase qui persiste du Covid. Et vous voyez que plus d'une personne sur 3 qui a plus de 65 ans développera malheureusement un problème de santé dans les 21 jours qui vont suivre le Covid. Et c'est 11% de plus dans cette étude que des gens qui n'avaient pas le Covid. Et il y a une deuxième étude qui est apparue dans la grande revue Nature sur 150 000 personnes, qui a montré que 52% des personnes avaient un sur-risque dans les 12 mois suivant le Covid de faire un accident vasculaire cérébral, de faire également un événement cardiologique avec une crise cardiaque. Et on sait que ce risque est d'autant plus élevé qu'on dépasse l'âge des 65 ans. Et donc, il y a malheureusement cette injustice liée à l'âge et aux comorbidités qui favorise et qui montre que d'avoir fait un Covid, ce n'est pas juste une grippe, ce n'est pas rien et qu'il faut suivre ces malades particulièrement fragiles. Un petit mot pour vous parler, non pas que de choses tristes, si je puis dire, pour parler un peu de prévention et des axes de ce qu'on peut proposer. Comme on sait que c'est plus grave, et bien justement, c'est pour cette raison-là qu'on va proposer d'être d'autant plus aguerris et avertis sur la prévention. Vous savez aujourd'hui que les personnes de plus de 80 ans ont été appelées à l'étranger, en France, par la Haute Autorité de Santé, et maintenant de façon un petit peu plus large, à recevoir une 4e dose. C'est des données très intéressantes en Israël, notamment les premières, puisque c'est ceux qui ont vécu la première gestion de la pandémie, qui ont montré le bénéfice et que caricaturalement, ça on le sait bien, après 80 ans, au-delà de 6 mois, on sait qu'il y a une perte relative des anticorps au cours du temps et qu'aujourd'hui, en attendant un nouveau vaccin, eh bien, la logique, c'est de proposer une vaccination. En bas à droite, vous avez un pictogramme qui vous montre ce taux d'anticorps au cours du temps et qui vous montre en fonction des différentes marques, des différents vaccins, Pfizer, Moderna, caricaturalement, qu'on est capable au cours du temps, avec des rappels, de permettre d'avoir un taux d'anticorps qui reste élevé et stable dans le temps. Et l'intérêt d'avoir un taux d'anticorps élevé et stable dans le temps, c'est de minimiser la probabilité de faire une forme grave et d'aller à l'hôpital, ce qu'on souhaite pour personne, évidemment. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Si vous êtes intéressé, vous pourrez taper ça sur Google et vous retrouverez ces indications. Pour ceux que ça intéresse, moi, les recommandations à titre personnel, parce que souvent je suis challengé, je recommande aux gens qui ont eu notamment 3 doses et qui ont plus de 65 ans et qui ont au moins 2 facteurs de risque de comorbidité d'avoir recours à cette 4e dose, idéalement. Et puis, bien sûr, on va prendre en considération si les personnes ont déjà ou pas un antécédent de Covid. Et tout ça reste sous les conseils d'un avis médical aguerri, si je puis dire. Donc, vous allez me demander quel est l'avenir possible de l'épidémie. Je n'ai pas de boule de cristal, je vous le dis tout de suite. Comme avec Philippe, on est souvent challengé, on essaie de faire au mieux, mais au-delà du fait de dire que ce sont des paris, la réalité, j'ai envie de vous dire, gouverner, c'est prévoir. Il faut se rappeler que malheureusement, l'été dernier, on a eu une vague de Covid particulière due au variant Delta et qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir de nouveaux variants. On sait qu'aujourd'hui, aux portes de l'Europe, il y a déjà des cas, le virus circule, ce fameux nouveau variant BA4, BA5. Il faut rester prudent. C'est pour ça que cette campagne de vaccination chez les sujets âgés, elle permet justement de prévenir parce qu'elle fonctionne en permettant d'avoir un taux d'anticorps élevé de la protection vis-à-vis de ces variants. Et très clairement, une des vraies questions qui va se poser, c'est de savoir si derrière, l'industrie pharmaceutique, le domaine médical est capable de mettre à jour ce vaccin pour ces nouveaux variants et d'avoir peut-être ensuite des vaccins un petit peu plus élargis dans le temps plutôt que d'avoir des vaccins tous les 3 à 6 mois, ce qui évidemment n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un petit clin d'œil que j'avais fait sur un topo dernièrement sur Covid et voyages. Et pour vous dire que je crois qu'on peut laisser tomber le masque à l'extérieur aujourd'hui, sauf si on veut avoir une petite trace de bronzage. Et je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Benjamin, je la fais aussi, voilà. Je m'étais dit pas que je la fasse. Et voilà. Pour cette présentation très, très claire, on a effectivement revu l'historique et l'importance de la vaccination. Alors, pour ma part, je serai le modérateur ce soir et donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. On a une première question de Kalir. Donc, elle nous dit une personne âgée avec léger Alzheimer a été testée plusieurs fois d'affilée positive au Covid, mais sans développer de symptômes. Aura-t-elle des effets du Covid sur son cerveau?
Alors, c'est une très bonne question. D'abord, c'est extrêmement difficile parce que ces personnes qui ont l'Alzheimer, par définition, ont un cerveau qui est malade. Et souvent, c'est très difficile d'ailleurs de mettre en évidence qu'en réalité, que le Covid a aggravé, a accéléré un certain vieillissement dû au cerveau. On sait par contre chez des personnes, et je suppose que c'est le cas de cette personne Alzheimer, qui sont vaccinées, et maintenant c'est un autre sujet qui est le Covid long notamment, que le fait d'avoir cette vaccination protège dans une certaine mesure ces effets du Covid, y compris sur le poumon, mais sur les autres organes, dont le cerveau. Et donc, pour répondre à cette question précisément, il faudrait savoir exactement à quel moment donné cette personne a été testée positive, à combien de temps de son vaccin et combien de temps il a eu. Et si en effet la question à l'inverse était de savoir que la personne était justement moins bien et qu'on trouvait que son Alzheimer s'était dégradé, je n'ai pas l'impression que c'est ça en lisant ça, il n'est pas exclu que ça soit une de ces présentations qui est un Covid neurologique. Alors, j'ai une question du coup en lien avec cette première réponse. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des différences d'efficacité entre les sujets âgés sains et les sujets âgés porteurs de maladies neurologiques? Alors, encore une fois, c'est extrêmement difficile parce que ces patients-là, l'évaluation neurologique, souvent, sans dire qu'elle est laissée en jachère, elle est extrêmement précise et elle nécessite un suivi particulier qu'on fait beaucoup plus aisément au sein d'une population générale qui n'a pas ces comorbidités. Ce qui est certain, si on prend le problème à l'envers, c'est qu'on a l'impression qu'avec notamment ces nouveaux variants, il y a peut-être plus d'expression parce qu'il y a plus de cas de ces fameux neuro-Covid. Et c'est une des choses qui, moi, m'a frappé cliniquement, c'est avec Omicron, notamment l'impression de voir plus de formes neurologiques, peut-être parce que de façon assez triste, les personnes qui avaient fait des Covid neurologiques parfois avaient des atteintes sévères extrêmement graves au début de la pandémie. Et on n'avait pas pu évaluer l'aspect neurologique qui était au second plan d'une maladie respiratoire qui même parfois a conduit à des décès des patients. Et aujourd'hui, paradoxalement, on a beaucoup plus de survie, et c'est une bonne nouvelle, et on a l'impression de voir ces formes neurologiques. Donc je crois qu'on peut dire, sans trop se tromper, que plus on est malade, plus on a une pathologie prédisposante, un terrain débilité, c'est comme ça qu'on dit en médecine neurologique, plus malheureusement, si on n'est pas vacciné notamment et qu'on n'a pas fait ces rappels et qu'on a fait un Covid, plus on est à risque d'aggraver cette maladie neurologique préexistante. Mais très clairement, on sait qu'il y a eu des Covid neurologiques chez des personnes qui étaient sains avant, mais dans la limite où c'était pas, et c'est l'histoire qu'on a essayé d'expliquer, c'était probablement pas la première chose qu'on regardait dans cette maladie. Et je suivrai de près, d'ailleurs scientifiquement, s'il y a de papiers, mais je n'ai pas notion qu'il y a un papier qui étudie spécifiquement cette question. D'accord. Une autre question sur un élément qui a été soulevé. Tu nous as expliqué en fait que les sujets âgés du coup présentaient un surrisque par rapport aux sujets jeunes. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est uniquement lié aux comorbidités ou est-ce qu'il y a d'autres pistes d'explication qui font qu'après 65 ou plus, il y a vraiment des risques? D'abord, ce qu'il faut rappeler, si on veut entre guillemets se rassurer, c'est que finalement ces critères a posteriori qu'on a décrits sont, j'ai envie de vous dire, copier-coller ceux qu'on a connus pour H1N1 décrits a posteriori et qui est également une maladie respiratoire. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de résumer et que je trouvais qui était plutôt très bien fait dans cette publication sur la fameuse inflammaging, qui est un petit peu un mot à la mode, qu'on voit également dans d'autres infections. Dans les infections bactériennes, c'est très très clairement décrit. Et puis, on le sait, il y a vraisemblablement une certaine immunosénescence, c'est-à-dire une dégénérescence due à l'âge du système immunitaire, qui d'ailleurs explique pourquoi est-ce qu'il faut rapprocher ces vaccins, qui est en cause de cette plus grande susceptibilité. Mais c'est vrai qu'une grande question probablement sur laquelle il y a un vrai travail de recherche à faire, qui est des sujets âgés, notamment en EHPAD, et on a tous notion de ces histoires-là, de gens à qui on a découvert la maladie a posteriori, et pour lesquels on est assez convaincu qu'ils n'ont fait aucun symptôme, c'est-à-dire des formes asymptomatiques du sujet âgé. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de sujet âgé et Covid, on est tout de suite dans la forme sévère, la forme grave, la forme hospitalière, et ça, peut-être, c'est là-dessus qu'il faudrait se pencher pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que, à contrario, certains sujets âgés peuvent faire une forme tout aussi peu sévère qu'un sujet jeune. D'accord. Et maintenir finalement une santé sans complications a posteriori. Et on en a vu, et moi j'ai souvenir de situations parfois ubuesques, même de personnes qui avaient eu toutes leurs doses et à qui on se posait la question de dire est-ce qu'on fait un traitement et qui n'avaient rien, qui n'avaient aucun symptôme, qui allait extrêmement bien et pour lequel ça s'est très bien passé. D'accord. On a une autre question qui vient d'arriver de la part de Gladys. Les séquelles neurologiques sont-elles réversibles, c'est ça? Voilà, exactement. Alors ça, c'est malheureux. Alors, les séquelles neurologiques, quand on dit séquelles, par définition, c'est que ça reste. Ce qu'on sait, c'est que plus la prise en charge
du dépistage de ces conséquences neurologiques et précoces est caricaturalement dans le mois. Et notamment, ça a été bien démontré chez les patients qui ont fait des formes graves en réanimation. Plus le bénéfice de récupération est démontré. Et oui, il est important de faire ce diagnostic. Et comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il va falloir peut-être, et c'est aussi un peu le sujet aujourd'hui, je crois, de cette volonté d'en parler, penser autrement, c'est-à-dire qu'on est resté très focalisé sur l'atteinte respiratoire. Et je pense qu'un des enjeux est de considérer que c'est une maladie qui touche tous les organes, pour ne pas laisser de côté ces éléments neurologiques qui seraient apparus, pour pouvoir entamer la rééducation, qu'elle soit cognitive, c'est-à-dire avec un orthophoniste, avec un ergothérapeute, pour faire travailler ces gens et minimiser ces séquelles. Et bien évidemment, c'est un travail qui, j'ai envie de vous dire, s'inscrit de façon complètement logique, comme quelqu'un qui a fait un petit AVC en AIT. Et on va mettre en place ce suivi pour éviter, pour minimiser ces séquelles, qu'elles soient le plus partielles possible, j'ai envie de vous dire. Une question vient à l'esprit par rapport au Covid long. Est-ce qu'on prend en charge le Covid long de la même manière chez un sujet âgé ou chez un sujet jeune? Alors, c'est une question extrêmement pertinente. Je pense justement à mes collègues Raymond Poincaré, où il y a une unité spécialisée dans le Covid long neurologique, ce qui rejoint complètement ça. Il est évident que, sans dire qu'on ne va pas avoir la même agressivité de rééducation chez quelqu'un de 45 ans que chez quelqu'un de 80 ans, bien la plasticité cérébrale n'est pas la même chez quelqu'un de jeune que plus âgé. Ça va aussi dépendre, on sait que parfois on trouve des petites choses au niveau neurologique, notamment à l'IRM cérébral, avec une possibilité des atteintes qui ne vont pas avoir le même pronostic de récupération. Mais surtout, on ne va pas avoir la même possibilité d'exercice. Moi, je pense aux quelques Covid longs que j'ai vus. Typiquement, on sait qu'il y a un vrai travail de réadaptation à l'effort. On sait très bien que quelqu'un, encore une fois, je vais être caricatural, qui a 40 ans, qui dit que je ne peux plus courir, aller faire mon jogging le dimanche, n'aura pas la même plainte que quelqu'un qui va avoir 80 ans et qui sort tous les jours 20 minutes. Et donc, on ne va pas faire les mêmes exercices. Et encore une fois, je pense que c'est une spécialité dans la spécialité pour lequel on a besoin, je pense, de l'ensemble des collègues, y compris de nos amis gériatres, et que souvent, la maladie du Covid est restée enquistée une maladie d'infectiologue respiratoire, et que ce n'est pas la même chose de faire un Covid quand on est jeune que quand on est âgé. Alors, du coup, sans forcément parler du Covid long, est-ce que les sujets âgés qui ont eu le Covid bénéficient d'un suivi particulier, justement parce qu'il y a des sur-risques ou pas forcément? Alors, nous, on est resté sur, on va dire, surtout sur la première vague, sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Ils étaient suivis d'abord parce qu'on connaissait mal la maladie, ils étaient suivis de façon très rapprochée, notamment sur le plan respiratoire. Il est vrai que les sujets jeunes, il y a une vraie question qui se pose, et c'est ce qu'on a vécu surtout, j'ai envie de dire, avec le Covid long, c'est que beaucoup de sujets jeunes ont été vus par des médecins en ville, sans dénigrer la qualité des médecins généralistes, c'est pas ça, mais n'ont pas forcément eu accès à des examens poussés, qui soient un scanner thoracique, une évaluation neurologique, une IRM. Aujourd'hui, il y a des cohortes surtout centrées sur le Covid long, parce que malheureusement, un des modes d'entrée, c'est ce qu'on discute, ce sont les séquelles, qui sont extrêmement difficiles, sur lesquels il y a de plus en plus de centres experts. Mais je crois encore une fois que c'est un véritable défi, et que cette maladie reste quand même une maladie récente sur laquelle il faut être très humble par rapport à nos connaissances et au futur. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la perspective, même si ce n'est pas très clairement démontré scientifiquement qu'il y a autant d'articles pour que contre, que le fait d'avoir une vaccination protège également de ces atteintes d'organes autres, et que c'est important de ne pas l'oublier à l'heure où on est dans une sorte de triomphalisme face au fait que la maladie fête ses 2 ans, mais ce n'est pas parce qu'elle fête ses 2 ans qu'elle n'aura pas 3 ans. D'accord. Et est-ce qu'on peut du coup recommander à ceux qui ont eu le Covid et qui sont âgés et qui n'ont pas bénéficié d'un suivi d'aller se rapprocher du coup de leur médecin ou de centres Moi, je pense que c'est là où le médecin généraliste vraiment est le plus à même, sans dire qu'on l'a vécu pour d'autres pathologies. On sait à quel point c'est difficile de voir l'aggravation d'un sujet et de corréler sa plainte par rapport à un état antérieur. Ça paraît évident. Je pense qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on est capable de faire des PCR, tout un tas d'éléments, et qu'au moindre doute, lorsqu'il y a ces signes, notamment neurologiques, pour rester dans la thématique, il faut aller proposer une IRM cérébrale à ces sujets âgés qui parfois n'ont même pas eu d'évaluation neurocognitive, des tests simples, un test de mémoire, un MMS, un bref.
Et il y a d'ailleurs des centres de consultation spécialisés dans la plupart des hôpitaux, avec ce qu'on appelle des consultations de neurogériatrie, où on peut faire ces évaluations. Et je pense que le plus important, sans dire que ça pourrait être une vertu, c'est pas passer à côté d'une autre maladie neurodégénérative comme un Alzheimer, où on viendrait tout mettre sur le dos du Covid à tort. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut profiter, comme on l'a su le faire pour d'autres maladies. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait pour les enfants dans un autre registre, qu'on a mis en évidence le fameux syndrome PIMS. Et je pense qu'encore une fois, ça c'est vraiment, à mon avis, le défi de vivre avec le Covid. Ouais. C'est le défi d'accepter que peut-être on va trouver des maladies un petit peu chroniques. Et je terminerai sur ce point. C'est peut-être là cette espèce de boîte de Pandore de tous ces syndromes de fatigue chronique, de toutes ces maladies qu'on essaie d'expliquer, et que c'est une piste très intéressante de là à dire que le Covid va expliquer tout un tas de maladies infectieuses a posteriori, dont l'Alzheimer. Je n'irai pas sur ce terrain-là, mais je pense que, encore une fois, c'est ça aujourd'hui le défi, c'est de ne plus en faire qu'une maladie respiratoire. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin. Non, je vous en prie. On se revoit tout à l'heure à la fin des 3 présentations pour prendre davantage de questions. J'appelle maintenant Julie et elle va nous parler ce soir des effets du confinement. Évidemment, confinement qui a été une des mesures de protection contre la contamination liée au Covid. Julie, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci à la Fondation d'organiser ce webinaire. Et donc, moi, je vais m'éloigner plus ou moins, pas tant que ça, mais je vais m'éloigner un peu des choses très biologiques, effectivement, sur l'effet du Covid, pour parler des effets du confinement sur la santé mentale. Donc, moi aussi, je vais faire un petit retour en arrière. Donc, vous êtes tous bien au courant qu'on a tous été exposés à quelque chose d'assez inhabituel, qui a été ce confinement, qui a été utilisé pour ralentir la pandémie de Covid-19. Et donc, il y a 2 ans, on s'est tous retrouvés dans ces conditions un petit peu exceptionnelles et étranges, où les villes étaient complètement vides et chacun était confiné chez soi, isolé. Et par exemple, en avril 2020, il y avait des millions de personnes au niveau mondial qui étaient confinées chez elles, isolées. Donc, comme attendu, l'effet de ces confinements a permis de réduire le nombre de contaminations et la progression du virus en tant que tel. Là, j'ai montré par exemple sur le graphique en bas à droite, par les flèches bleues, la diminution des cas qui était associée à cette période de confinement. Mais assez rapidement, on s'est posé la question de savoir quels étaient les effets justement de ces confinements sur la santé mentale. Donc, l'effet du confinement, de cet isolement social, c'est quelque chose qui avait déjà été étudié précédemment dans le contexte d'expéditions polaires, de prisons et des sous-marins, où c'est des gens qui vont se retrouver de manière assez drastique, isolés de la population. Mais ça a également été étudié lors de précédentes pandémies. Il y a notamment une revue dans Lancet Neurology qui a essayé de faire état justement des effets sur la santé mentale du confinement liés à d'autres pandémies comme Ebola ou le SARS. Et donc, ce que ces études suggèrent, c'est effectivement un effet négatif sur la santé mentale. Alors, dans le cas des pandémies, on a la peur de l'infection en tant que telle, qui va créer un stresseur et justement mettre à mal le bien-être. Mais il y a aussi tout un tas d'autres mécanismes qui vont jouer, comme il y a la présence d'une solitude qui est mal vécue, une peur aspécifique et incontrôlée, une anxiété envahissante, une frustration, de l'ennui, parfois aussi de la colère. Et tout ça, ça va affecter notre bien-être subjectif. Et donc après, il va falloir essayer justement de gérer cette santé mentale. Et donc, dans certains cas, il y a des facteurs qu'on appelle la résilience, donc des facteurs qui vont nous aider à mieux faire face aux situations, ou du support social qui vont nous permettre de mieux faire face à la situation. Et dans le cas où on n'est pas vraiment aidé, il y a potentiellement l'installation de troubles de santé mentale, de troubles psychiatriques. Et ça, notamment, il y a des choses qui vont avoir des effets délétères. Donc là, il y a noté, par exemple, les réserves inadéquates, c'est-à-dire qu'on va avoir un mauvais accès à la nourriture, ce qui a conduit notamment certaines personnes très stressées à acheter énormément de pâtes au début des confinements. Des informations inadéquates, donc ça c'est pareil, c'est un stresseur supplémentaire, ou la lexithémie, la difficulté à reconnaître les émotions. Donc au vu de ces connaissances, on attend effectivement un effet délétère des confinements sur la santé mentale des personnes, et on anticipait justement un effet qui était particulièrement marqué chez les personnes âgées, parce que comme on l'a vu, elles étaient plus vulnérables au virus en lui-même, et on avait un peu peur justement de cet effet d'isolement qu'on pensait plus important chez les personnes âgées. Ce que j'ai décrit précédemment, souvent, ça a été des confinements qui étaient moins stricts ou plus réduits dans le temps, et là, on a fait face à quelque chose qui était absolument
nouveau, c'est que les confinements ont été extrêmement longs et la pandémie a duré pendant très longtemps. Donc, je vous ai remis un petit peu une timeline ici de ce qui s'est passé en France. Donc, on a eu un premier confinement il y a un peu plus de 2 ans maintenant qui a été extrêmement strict et qui a duré 2 mois, qui a été suivi d'un autre confinement un peu plus tard et un tout petit peu moins strict qui a duré également un peu plus d'1 mois, puis un dernier confinement en avril l'année dernière qui a duré 4 semaines. Donc, on a eu vraiment une période très très longue, plus de 4 mois de confinement cumulé et qui était toujours entrecoupée de périodes où on avait toujours cette distanciation sociale, ces réglementations, des couvre-feux, etc. Donc la France ne fait pas exception, c'est quelque chose qui a été employé au niveau mondial. Et donc on a vraiment cette crainte que la longueur des confinements ait créé une situation de stress chronique avec des conditions d'isolement social et un changement du style de vie sur des durées qui étaient prolongées et qui pourraient avoir un effet particulièrement majeur. Donc ça, c'est quelques données justement qu'on a récupérées auprès des personnes qu'on a interrogées pour savoir comment ils ont jugé leur santé mentale et leur qualité de vie au cours de cette pandémie. Et notamment ici, une étude qui s'est intéressée à différents pays, donc à la fois la France, l'Inde, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, et de manière assez cohérente, en fait, consistante, les différents pays, donc il n'y a pas vraiment de différence culturelle, les différents pays rapportaient les mêmes choses. Et les individus estiment une perte d'un quart de leur qualité de vie en raison des restrictions légères et un tiers en raison des restrictions sévères comme le confinement. Donc, il y a vraiment un effet majeur sur la qualité de vie perçue des individus. Et juste à noter, malgré tout, donc il y a un impact majeur, mais tout en ayant des personnes qui sont conscientes de l'importance des mesures apportées et qui rapportent bien respecter justement ces règles de confinement, d'isolement, etc. Donc, les taux de respect des règles varient d'une étude à l'autre et se sont un peu étiolés effectivement avec la prolongation de la pandémie où c'était plus difficile. Donc, il y a des recommandations qui étaient plus ou moins bien tolérées. Par exemple, le port du masque et les restrictions des voyages internationaux étaient considérés comme un fardeau mineur parce que les gens voyaient bien justement l'intérêt de ces restrictions. Et il y a d'autres choses qui étaient plus problématiques, comme la fermeture des écoles, la fermeture des bars, qui là allaient infecter directement la vie et le stress des individus. Donc ça, c'était vraiment perçu comme un fardeau plus important. Concernant la santé mentale, donc là, je vais parler de santé mentale d'une manière extrêmement globale et je vais englober pas mal de choses. De manière extrêmement constante, au niveau des confinements, on a observé une augmentation du stress, des symptômes dépressifs et anxieux. Et on estime à peu près qu'il y a eu une augmentation d'environ, donc 20 à 30% de troubles anxieux et dépressifs liés à la pandémie dans les populations. Donc, c'était associé notamment à une augmentation des idées suicidaires. Donc, les études ne sont pas toutes 100% coordonnées sur ce sujet, mais il y a a priori au niveau des populations une augmentation de ces idées suicidaires, une augmentation des consommations de substances et d'addictions. Donc là, c'est le petit schéma que je vous ai mis à droite, où ce que vous voyez en rouge, alors il y a une partie des personnes qui sont représentées par les barres grises et bleues, qui sont des personnes qui ne rapportent pas particulièrement avoir consommé plus de nourriture calorique, de tabac, d'alcool pendant les pandémies, pendant les confinements. Et en rouge, les personnes qui ont augmenté ces comportements. Et donc ça, c'était associé également à une réduction du bien-être et une augmentation du stress. Il y a eu également une augmentation des troubles du sommeil, une diminution de la santé physique, et tout ça, dans un espèce de cercle vicieux, va également potentialiser l'augmentation du stress, des symptômes dépressifs et anxieux. Donc, il y a vraiment eu un effet un peu majeur et assez généralisé du confinement sur cette santé mentale. Quand on regarde un peu plus près qui a été justement affecté par ces confinements, donc il y a quand même une hétérogénéité au niveau des populations. Et alors, contrairement à ce que je vous avais proposé comme hypothèse au début, ce n'étaient pas les personnes âgées qui montraient le plus de difficultés dans leur santé mentale face au confinement et à la pandémie, c'était plutôt les jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été retrouvé de manière extrêmement consistante. Donc ça ne veut pas dire que les personnes âgées n'ont pas fait face à des troubles de santé mentale, mais ce n'était pas la population la plus marquée. Les femmes également ont rapporté plus de troubles de santé mentale face au confinement. Les personnes qui étaient financièrement précaires, on a aussi des troubles plus importants chez les personnes qui avaient des troubles préexistants, c'est-à-dire que le fait d'avoir une dépression avant le confinement a été un peu potentialisé par cette pandémie. Les personnes qui sont dans les zones urbaines et confinées dans des petits espaces, donc ça, on peut comprendre qu'effectivement, si vous avez moins d'espace et moins de possibilités de faire différentes activités, c'est plus stressant et source de tristesse, de dépression. Ces difficultés ont augmenté avec le nombre de jours de confinement. Et donc, on en a parlé un tout petit peu précédemment, les personnes qui sont infectées par le virus ont aussi rapportent plus de troubles de santé mentale. Donc, ce qui a été évoqué précédemment, c'est un lien justement entre le virus et la santé mentale. Donc,
Les personnes, ici, je pense qu'il y a un effet double qui est effectivement un effet du confinement en tant que tel, mais probablement aussi un effet du virus sur la santé mentale qui a un petit peu potentialisé les choses. Donc, ça, c'est des règles très générales et des choses qui ont été retrouvées de manière assez systématique. Et au sein de chaque catégorie de personnes, on trouve de toute façon une certaine hétérogénéité dans la manière dont les gens ont réagi à la pandémie et au confinement. Et donc, il y a différents facteurs qui ont été associés à plus ou moins d'impact sur la santé mentale, comme une moins bonne perception de la maladie, c'est-à-dire une moins bonne connaissance et une moins bonne réaction émotionnelle face à la maladie, un style de vie qui était altéré avec moins d'activité physique, plus de difficultés de sommeil. Les personnes qui avaient plus facilement un sentiment de solitude et un moins bon support social étaient plus affectées par cette pandémie. Certains traits de personnalité, je vais y revenir tout à l'heure, moins de contact physique, vraiment, donc vraiment de la distanciation physique avec les gens. Et j'ai loupé aussi moins de bonne capacité à faire face, qu'on appelle les capacités de résilience dont j'ai parlé tout à l'heure, et je reparlerai un petit peu plus tard. Donc, jusque-là, j'ai un peu utilisé les mots confinement et pandémie de manière interchangeable parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a été confronté à ces confinements au moment où la pandémie a éclaté. Donc, il y a vraiment une co-occurrence des deux. Et la question est un peu de faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment un effet du confinement et de l'isolement ou la pandémie et le stress que justement cette nouvelle maladie cause? Donc, c'est très difficile de faire la part des choses. Malgré tout, il y a eu une condition un petit peu particulière en Australie qui a permis un tout petit peu d'évaluer cette question, notamment, donc c'est le schéma en bas à gauche où vous voyez une ligne bleue qui est l'état de Victoria où on a mesuré la santé mentale des personnes avant le Covid, donc jusqu'à la ligne verticale en pointillé. Et en rouge, vous avez le reste de l'Australie. Et ce qui s'est passé, c'est que cet état de Victoria a été confiné avant le reste de la population australienne, donc dans une situation de pandémie qui était relativement similaire, mais ils étaient confinés avant. Et ce que vous voyez, c'est que les gens de Victoria avaient des scores moins bons de santé mentale que le reste de l'Australie, ce qui indique qu'il y a vraiment un effet, donc déjà de la pandémie qui va diminuer la santé mentale, mais un effet additif de ce confinement et de cet isolement. Donc sur la droite, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour signaler que l'effet du confinement qui a été isolé ici reprend un petit peu les schémas et le pattern que j'ai détaillé tout à l'heure, qui montraient que c'était les personnes les plus jeunes, plutôt les femmes, les gens qui étaient dans un environnement plutôt petits, qui étaient particulièrement affectés par ce confinement. Alors, pour le moment, j'ai parlé de manière très, très générale de la population. Juste un petit point sur les personnes qui ont un déclin cognitif. Donc, ce qui a été retrouvé chez eux, c'est une aggravation des symptômes psychologiques avec ces situations de confinement, aussi bien chez les personnes qui étaient à domicile qu'en maison de retraite. Donc, ce qu'il faut savoir, là, je parle bien d'aggravation parce que souvent, les maladies telles que la maladie d'Alzheimer sont associées à des symptômes psychologiques un petit peu récurrents comme la dépression, l'anxiété, l'apathie, parfois de l'agressivité. Et donc, le fait d'avoir été confiné a un peu potentialisé, aggravé ces symptômes psychologiques. Et en bas, vous avez une étude qui a été faite en France où ce qui a été fait, c'est regarder au premier et au second confinement des indices de dépression, d'anxiété et de solitude. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au second confinement, il y a eu une augmentation des symptômes. Donc, je vais un petit peu détailler ça davantage sur la population générale. Donc là, c'était une petite aparté pour justement les personnes qui ont déjà des troubles de mémoire et des maladies type maladie d'Alzheimer. Et donc, dans la population générale, on s'est posé la même question. Donc, au début, je vous ai bien expliqué qu'il y avait cet effet de répétition des confinements et de durée qui était un petit peu inquiétante. Et donc, on voit bien, donc là, ici, vous avez deux graphiques qui montrent à peu près la même chose, c'est qu'on n'a pas d'amélioration notable ou d'habituation des populations avec l'avancée du temps. C'est-à-dire que, alors on ne voit pas très très bien, mais en bas à gauche, c'est Santé publique France. Si vous voulez aller voir un peu mieux, vous pouvez aller sur leur site, où ils représentent dans une population d'enquête Coviprev, ça s'appelle, des mesures d'anxiété et de dépression donc, qui sont en bas de pensée suicidaire, et en haut, vous avez la perception positive de la vie et les problèmes de sommeil. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une diminution des symptômes d'anxiété ou de dépression avec l'avancée de la pandémie. Et au niveau des confinements, c'est pareil, ça reste assez élevé. Donc, les troubles restent présents. On voit exactement la même chose à la fin. Il ne semble pas y avoir une habituation. Donc, ce n'est pas le fait que ça se répète qui fait que les gens vivent mieux la situation. Ce serait peut-être même le contraire. Donc, juste rapidement, pour illustrer ça un petit peu différemment, c'est quelque chose qu'on avait regardé dans notre laboratoire avec nos données. On a un groupe de personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas de troubles neurologiques, pas de troubles neuropsychiatriques, et on leur a proposé des questionnaires pendant le premier confinement et le second confinement. Donc, on les suit toujours, notamment pour voir un petit peu comment ça se passe avec le temps. Et ce qu'on a remarqué, c'est pendant le premier confinement, ce que vous voyez en rouge, c'est des zones où il y a une
fréquence de population qui rapporte des symptômes. Donc, quelques symptômes dépressifs, un peu d'anxiété, un tout petit peu de stress. Donc là, c'est des symptômes plutôt légers lors du premier confinement. Et quand on les a interrogés au second confinement, on a davantage de symptômes rapportés. Vous voyez plus de rouge, il y a plus d'individus qui rapportent des troubles vraiment dépressifs, d'anxiété, de stress. Donc, au niveau de la population qu'on a globalement, on a eu une aggravation de la santé mentale. Alors, juste le petit schéma à droite pour montrer... Ça, on a fait une mesure globale. Sur la droite, c'est les gens qui rapportent plus de symptômes, mais sur la gauche, il y a quand même une petite chose un peu positive, c'est qu'il y a quand même certaines personnes qui vont rapporter une diminution des symptômes et quand même une certaine habituation. Donc, à nouveau, on a toujours cette hétérogénéité dans la manière dont les gens ont fait face à cette situation. Et donc, on avait essayé d'aller un petit peu plus loin et de voir quels facteurs pouvaient être associés à cette santé mentale. Cet index de santé mentale. Et lors du premier confinement, nous, ce qu'on avait trouvé, c'était que le névrosisme, alors, ça peut s'appeler neurotisme, il y a différentes appellations, ce qui est un trait de personnalité était associé au fait de mal vivre ce confinement et d'avoir une moins bonne santé mentale. Donc, je vous ai mis à droite un petit dessin. Alors, je ne suis pas sûre qu'on voit très bien, mais le névrosisme, c'est des gens qui sont caractérisés par une certaine sensibilité à l'anxiété, des idées un petit peu dépressives déjà. Donc, c'est cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'impulsivité, une vulnérabilité. Donc, ces gens-là sont particulièrement sensibles au confinement. Et quand on a regardé qu'est-ce qui permettait de prédire qu'ils augmentent, enfin que la santé mentale est encore moins bonne au second confinement, on retrouve ce trait de personnalité, donc toujours le névrosisme, mais également un autre trait de personnalité qui s'appelle l'agréabilité, donc qui est en bleu, je ne suis pas sûre que vous pouvez lire, mais c'est des personnes qui ont un comportement particulièrement prosocial, donc qui sont empathiques, qui ont une facilité de contact. Et donc, ce que ça montre ici, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que donc, pendant le premier confinement, de toute évidence, ce facteur ne prédisait pas particulièrement la santé mentale. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la répétition de l'isolement et d'être coupé de la population qui fait que ces personnes qui aiment le contact social ont perdu un peu de résilience et donc une santé mentale un petit peu moins bonne. Donc jusque-là, j'ai dépeint un petit peu justement les facteurs qui pouvaient influencer et ce problème de santé mentale. Donc c'est quelque chose qui avait été identifié assez vite et l'OMS et toutes les organisations de santé ont quand même essayé de réagir assez rapidement. Et l'OMS avait justement proposé des consignes pour limiter l'impact de la pandémie sur la santé mentale, et notamment en invitant les gens à parler davantage avec leurs proches, notamment pour exprimer leurs émotions. Maintenir un style de vie sain, donc c'est très important, on a un lien entre le style de vie, donc l'activité physique, cognitive, l'alimentation, les contacts sociaux et le bien-être mental, donc essayer de maintenir un style de vie sain. Limiter l'utilisation de l'alcool et du tabac, surtout comme moyen pour contrecarrer les problèmes de santé mentale, parce que ça a un effet un petit peu inverse, ça va probablement augmenter les problèmes. Essayer de s'informer, mais de manière raisonnable, ce qui va avec, pardon, le point d'après qui est de limiter l'exposition aux médias, c'est-à-dire qu'il faut avoir des informations, mais pas se saturer pour essayer de limiter cette anxiété, parce que ça devient vite anxiogène quand on a beaucoup d'informations. Et essayer de tirer parti des compétences, c'est-à-dire de savoir quelles choses ont fonctionné précédemment pour essayer de diminuer ces situations de détresse, etc. Donc, pour finir sur une note un petit peu positive, ce qui a été remarqué justement, c'est que ces compétences que les gens ont de manière assez naturelle, certaines personnes les ont employées des stratégies. Et on a parlé aussi donc d'un effet un peu bénéfique du confinement, c'est la créativité qui s'est développée pendant les confinements. Les gens ayant plus de temps et une nécessité un petit peu de prendre soin de leur santé mentale, on fait beaucoup plus de choses. Donc, sur la gauche, vous avez dans au milieu à gauche, l'étude PACOVID, qui est une partie de l'étude PACWID qui est menée par une équipe de Bordeaux, qui a justement interrogé plein de personnes âgées pour essayer justement de comprendre un petit peu comment ils faisaient face à la pandémie. Et ces personnes étaient particulièrement résilientes. Et ce qu'ils ont noté, c'est que c'était des personnes qui mettaient en place des stratégies telles que des distractions, donc des activités de loisirs énormément. Ils acceptaient la situation, ils cherchaient un support social. Donc, ils étaient capables de mettre en place tout un tas de stratégies. Et il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré que les personnes avaient une augmentation de leurs activités créatives. Il y a beaucoup de personnes, donc je pense peut-être vous aussi dans l'assistance, qui ont appris à faire du pain, à tricoter, à faire tout un tas de choses, ce qui fait que voilà, ça occupe les gens et en plus, c'est plutôt positif de faire ce genre d'activité. Et effectivement, ces stratégies et activités créatives étaient associées à un meilleur bien-être, ce qu'on appelle une résilience chez les personnes. Donc, juste un tout petit peu pour résumer tout ce qui a été dit. Donc, la pandémie de Covid et les confinements, donc de manière à la fois ensemble et un petit peu dissociés, ont eu effectivement un effet assez majeur sur la qualité de vie et l'augmentation des symptômes dépressifs et anxieux. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que ça pourrait s'aggraver avec la durée et le fait que les confinements se soient prolongés.
donc avec potentiellement un effet à long terme justement de ces restrictions sur la santé mentale. Les effets sont très hétérogènes et marqués sur certaines populations comme les jeunes ou les femmes. Et donc, certains facteurs, comme j'en ai parlé, pourraient influencer ces effets, tels que les conditions de confinement, la personnalité, la santé mentale préalable, etc. Donc, contrairement un peu aux idées reçues au tout début, les personnes âgées ont des capacités de résilience et ne seraient pas celles qui ont le plus mal vécu, du moins à l'échelle du groupe, ces confinements. Et puis, donc, pour finir, on a identifié qu'il y avait certaines personnes qui étaient plus vulnérables aux effets des confinements et une attention particulière devrait leur être accordée si des situations d'isolement leur sont encore proposées. Et dans ce cadre-là, l'utilisation de plusieurs stratégies que j'ai développées juste avant, avec davantage de loisirs, des choses créatives, peuvent être mises en place pour limiter les effets sur la santé mentale. Je n'ai pas de diapo de remerciement, je viens de me rendre compte, mais je vous remercie pour votre attention et donc ravie de prendre toutes les questions s'il y en a. Merci beaucoup, Julie. Alors, tu nous as fait passer des données épidémiologiques aux bonnes recommandations. C'est génial. Tout a été dit. J'ai malgré tout une petite question. Est-ce que tu sais s'il y a eu en fait la mise en place de prise en charge particulière des sujets âgés ayant été confrontés au confinement? Alors, à ma connaissance, pas particulièrement. Dans certaines études, il y a des petites choses qui ont été faites. Alors, de ce que j'ai vu, moi, je ne suis pas dans les hôpitaux, donc je me base vraiment sur la littérature. Ce que j'ai vu dans la littérature, il y a des choses qui ont été faites justement plus pour les personnes justement un peu plus à risque. Donc, il y a des choses qui ont été faites, quelques interventions pour les personnes, notamment les professionnels de santé qui ont été soumis à un stress assez massif, comme tout le monde a pu le voir. Et aussi notamment chez, il me semble, les personnes qui ont été affectées par le Covid. Donc, une population un peu particulière au milieu de toutes ces personnes qui ont été affectées au confinement. Et ce qui a été mis en place, c'est effectivement plutôt des choses où on essayait de mettre en place un peu plus de support social, des choses un peu plus... il y a eu aussi une expansion assez massive des solutions vidéo, donc un peu plus de télémédecine, ce genre de choses. Donc, il y a des petites choses qui ont été faites, alors à ma connaissance, pas à grosse échelle, qui semblent montrer un effet bénéfique. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que d'une manière générale, on a quand même des connaissances sur les différentes techniques qu'on pourrait faire justement pour un peu, améliorer la santé mentale, la régulation du stress et des émotions. Donc, il y a différentes techniques, il y a différentes choses qui sont faites, qu'on peut justement prendre d'autres situations pour appliquer. Mais effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas de choses assez larges qui ont été faites chez les personnes âgées pour essayer justement de voir un petit peu cet effet. Alors, c'est un peu une question qui suit la première. Est-ce que tu sais quel a été l'impact du confinement chez les proches aidants? Ouais. Ça me vient là à l'esprit parce que je me dis finalement, les patients, ouais, ils avaient peut-être une considération moindre de ce qui était en train de se passer, mais les proches qui devaient s'occuper de leurs malades avec le confinement, les distanciations, est-ce qu'on sait ce que ça a engendré? Ouais, exactement. Donc, chez ces personnes-là en particulier, donc c'est peu intégré dans la population en général, mais chez ces personnes-là en particulier, effectivement, il y a une augmentation du stress aussi, une augmentation de l'anxiété, de la dépression, qui est justement liée à la charge, je fais le mot en anglais, à la charge un petit peu de s'occuper de quelqu'un avec ce stress supplémentaire. Dans les études en général, il y a quelque chose où les gens ont beaucoup montré justement l'effet, les gens qui avaient des enfants à charge. C'est-à-dire que d'une manière générale, avoir quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, d'avoir des gens dépendants de soi, augmente de manière assez dramatique le stress, l'anxiété, la dépression qui est causée par ce confinement. Donc effectivement, les gens qui sont aidants, qui ont des personnes à charge, que ce soit des enfants ou des personnes qui sont malades avec la maladie d'Alzheimer, effectivement, il y a eu vraiment une aggravation du stress et du coup une augmentation de ce genre de symptômes chez eux aussi. En particulier d'ailleurs même, j'ai envie de dire. Et une dernière question, est-ce que tu sais si les personnes vaccinées, de par leur statut de vacciné, ont été un petit peu moins sensibles aux effets délétères du confinement? Alors, je vais avoir peut-être une réponse en deux temps. La première, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au tout début du confinement. C'est-à-dire qu'au niveau des données qu'on a dans la littérature, tout le monde s'est un peu rué justement pour essayer de comprendre ce qui allait arriver à tout le monde, aussi bien au niveau, comme on en a parlé tout à l'heure, on en parlera après, des
conséquences biologiques que de la santé mentale, des effets sur la cognition, etc. Et donc, les gens ont beaucoup été interrogés au tout début, donc, au moment où les vaccins n'étaient pas disponibles. Donc, on a très peu de données. Il y a quelques petites choses qui commencent à sortir maintenant des gens qui s'intéressent à un effet beaucoup plus long. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Donc, au moment des premières données, il n'y avait pas du tout d'informations sur la vaccination. Par contre, de manière un petit peu, comment dire, un petit peu au feeling, je ne sais pas comment dire exactement, mais je pense que plus tardivement, déjà, il y a eu une espèce d'usure un petit peu des gens face au confinement, etc., où il y a eu déjà un petit peu une réduction aussi de l'acceptabilité des mesures, etc., où les gens ont essayé un petit peu de faire un peu plus accès à leur support social. Et d'une manière générale, les gens vaccinés ont un petit peu baissé la garde. Donc, il y a eu, justement, avec la vaccination, un peu une baisse de garde des restrictions qui a dû être accompagnée aussi d'un meilleur sentiment parce que justement, il y avait plus... ça a diminué un petit peu tous les effets délétères des confinements, à savoir le stress, la distanciation. Les gens étaient un petit peu rassurés. Donc, ça a dû diminuer. Alors après, je dis ça un peu plus d'un sentiment par rapport aux choses qui ont un peu conduit au problème de santé mentale et puis ce qui s'est passé avec les vaccinations. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore beaucoup de données sur ça. J'espère que ça va venir justement ce qui s'est passé avec la durée, c'est limité. Ouais. Merci beaucoup, Julie. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent qu'on prendra à la suite. Je vais maintenant appeler Daniel. Et Daniel, justement, va nous parler du Covid et de sa définition. Est-ce une maladie neurologique? La question est hyper provocatrice et en même temps, on a hâte de savoir ce que tu en penses, Daniel. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Vous me voyez? Parce que, très bien. Bon, super. On aura mis 1 heure pour y arriver. Donc, je vais essayer de reprendre mes esprits et de vous donner quelques éléments, en tout cas, de l'effet du SARS-CoV-2, du Covid sur l'encéphale. Donc, je passe rapidement parce que je pense que le premier orateur a largement parlé du Covid et du virus à l'origine de la pandémie. Juste cette image pour repérer cette protéine de membrane, la spike, l'épine, qui va en fait jouer un rôle clé dans ce que l'on sait, parce que vous allez voir que finalement on ne sait pas tout, loin de là, dans ce que l'on sait de la pénétration éventuelle du virus dans l'encéphale. Et cette protéine de membrane est capable de rencontrer des récepteurs. Il y en a plusieurs. Les plus connus sont les récepteurs à l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE2, dont nous aurons l'occasion de reparler. Alors, comme chacun sait, la gravité de la maladie, c'est quand même d'abord la maladie pulmonaire dont on voit l'illustration ici, des poumons avec des opacités massives qui sont dues en fait à un comblement des alvéoles où circule habituellement l'oxygène, et donc des patients qui sont en état d'étouffement par ce comblement alvéolaire. Alors, lorsque on utilise des techniques de détection des protéines, ici l'immunohistochimie de la protéine spike, cette fameuse protéine épine de membrane, eh bien on voit que les cellules des poumons, les pneumocytes, contiennent cette protéine en grande quantité à la phase aiguë. Alors maintenant, pour en arriver au cerveau, le fait que le système nerveux central soit touché, c'est quelque chose dont tout le monde s'est aperçu assez rapidement dans l'épidémie. Les deux titres que je vous donne là, que j'ai pris un peu au hasard parmi des dizaines et des dizaines de publications, sont très précoces dans l'histoire de la maladie. Dès les premiers cas de Wuhan, il y a eu description d'une atteinte neurologique. Alors cette atteinte neurologique est très multiforme. Il est assez difficile finalement de définir ce qu'est un neuro-Covid. Les premiers mois, la première année, il y a eu une quête effrénée de définir ce qu'était un neuro-Covid. Alors il y a des signes, des symptômes qui reviennent plus fréquemment. Des accidents vasculaires cérébraux qui sont
particulièrement fréquent chez des sujets anormalement jeunes par rapport à la survenue habituelle des accidents vasculaires cérébraux. La question de l'encéphalite, on va y revenir, c'est une vraie question. Y a-t-il une encéphalite du SARS-CoV-2 comme il y a une encéphalite de l'herpès, du CMV? Donc certainement pas, mais on va y revenir. Des atteintes des nerfs périphériques et des racines avec le syndrome de Guillain-Barré, et puis une anosmie. Alors cette anosmie qui est très particulière, qui est très très évocatrice, qui n'est pas constante, mais qui est très évocatrice de la maladie, a évidemment fait énormément réfléchir aux voies d'entrée du virus, cette perte de l'odorat, à l'entrée du virus dans le système nerveux central. Donc, dans cet exposé, je passerai en revue de façon plus ou moins longue ces différents aspects. Donc, l'encéphalite, c'est-à-dire y a-t-il oui ou non une pénétration du virus et une inflammation dans le système nerveux central? L'atteinte vasculaire, atteinte des veines et des artères, quelle place prend-elle dans la pathologie du système nerveux? Et puis, quelles conséquences pour le Covid long et pour donc les conséquences éventuellement à long terme. Alors, la perte d'odorat, l'anosmie, a, comme je le disais à l'instant, suscité un très grand intérêt et continue à susciter de l'intérêt. Donc, puisque le virus, on va le trouver dans les voies aériennes supérieures, dans les voies nasales, et ces voies nasales sont en fait, ces cavités nasales sont directement connectées avec la base du cerveau, hein, la région médiane, avec une structure qui est le bulbe olfactif. Ce bulbe olfactif est une petite structure qui se trouve à la base des lobes frontaux, tout près des lobes temporaux, et qui joue un rôle, comme son nom l'indique, dans l'odorat, dans l'olfaction. Mais ce bulbe olfactif est également tout proche du système de l'hippocampe, qui lui joue, comme chacun le sait, joue un rôle fondamental dans la mémoire, dans les émotions, et qui est précocement atteint dans nombre de maladies neurodégénératives, dont évidemment la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a une attention extrêmement vive sur la détection des particules virales des deux côtés de la table osseuse, et surtout dans ces filets nerveux. Donc il y a eu il y a également eu des observations d'encéphalite nécrosante, temporale, ressemblant beaucoup à ce que l'on voit dans l'encéphalite herpétique, dont on sait que il peut y avoir un mode de transmission par la sphère ORL. Donc il y avait ce faisceau d'arguments a suscité l'attention sur cette voie d'entrée potentielle. Alors, ces encéphalites nécrosantes, heureusement, n'ont pas été finalement très nombreuses. Il y a eu quelques cas cliniques qui ont été très, très, très médiatisés, mais finalement, il n'y a pas eu l'épidémie d'encéphalite nécrosante temporale, et heureusement, que l'on pouvait craindre au tout début de la maladie. Alors, cette théorie pour l'entrée du virus dans le cerveau, finalement, reste toujours valable, mais manque finalement on manque d'arguments pour penser que c'est un phénomène fréquent et significatif, ou si c'est fréquent et significatif, c'est peut-être quelque chose de très transitoire et qui n'aboutit pas forcément à une maladie neurologique. Donc, je ne vais pas vous citer toute la littérature sur ce sujet, qui est assez abondante, mais par exemple, un des très jolis articles qui est paru sur le sujet s'est intéressé à la détection de particules virales à la fois dans les fosses nasales et dans le bulbe olfactif, et en effet, pour confirmer qu'il y avait bien des protéines virales, dont la fameuse spike, du côté des voies respiratoires, mais qu'on en trouvait finalement rarement de l'autre côté, dans les filets nerveux, de l'autre côté de la table osseuse.
Alors, ce que l'on a vu à l'examen des cerveaux, donc il y a eu un certain nombre de séries autopsiques, pas autant que ce à quoi on s'attendait. Il y a eu certaines difficultés sur lesquelles on pourra revenir éventuellement dans la discussion si vous le souhaitez. Mais donc il y a eu même à l'échelle internationale relativement peu d'autopsies, mais tout de même suffisamment pour faire quelques belles séries. Et en fait, ces cerveaux de patients décédés du Covid, y compris ceux qui avaient une symptomatologie neurologique, étaient assez pauvres en termes lésionnels. On voyait bien quelques infiltrats inflammatoires, ici ce qu'on appelle des nodules microgliaux, où sont des cellules de la lignée des macrophages qui font partie de la réaction inflammatoire, qui vont se regrouper, mais finalement très peu de choses. On n'a pas du tout les infiltrats que l'on voit dans les encéphalites herpétiques ou autres qui sont extrêmement abondants. Là, ce n'était pas du tout le cas. Alors, il y a un autre vaste domaine de la pathologie vasculaire, qui, elle aussi, a attiré l'attention des observateurs, des médecins et des chercheurs. Il a été très vite notoire que le traitement anticoagulant diminuait les décès. Alors, traitement anticoagulant, ça veut dire qu'il va éviter la formation de caillots, la formation de thromboses, qui peuvent être dans absolument n'importe quel organe. Évidemment, pas embolie pulmonaire et autres, pas forcément des thromboses cérébrales. Néanmoins, dans une étude à laquelle nous avons participé, que nous avons initiée avec nos collègues du laboratoire d'imagerie de l'ICM, où nous avons examiné sur une série de cerveaux autopsiques. Donc, après autopsie, on a fait passer les cerveaux à l'IRM et on a vu en fait des différences dans les noyaux gris centraux, c'est-à-dire la profondeur du cerveau, la substance grise qui se trouve dans les régions centrales de l'encéphale. On voit une différence entre les témoins et les patients Covid. Cette différence est que donc la substance grise apparaît tigrée, apparaît hétérogène, alors qu'elle est parfaitement homogène chez les patients. En fait, cet aspect est très évocateur de la distribution des petites veines qui drainent en fait cette région. Et en effet, à l'examen microscopique, nous avons observé des thromboses de ces petites veines profondes de l'encéphale. En ce qui concerne les veines les vaisseaux plus volumineux, les grosses veines, quelques cas de thrombose cérébrale spontanée ont été décrits liés au Covid, mais il y a eu un intérêt accru au moment des campagnes de vaccination, puisque quelques accidents, heureusement rares, qui sont survenus, étaient dus à des thrombophlébite cérébrales, c'est-à-dire des occlusions de veines volumineuses intracérébrales. Dans ces cas-là, donc là c'est un cas que nous avons observé au laboratoire, la détection de protéines virales est restée négative, de même que la recherche virologique, c'est-à-dire la PCR négative. Donc ces thromboses cérébrales qui ont été observées avant la vaccination un peu et après la vaccination sont probablement dues à des mécanismes qui sont plus d'ordre immunologique, réactionnel, allergique en quelque sorte. En particulier après la vaccination, il semble que ces thromboses cérébrales qui ont été décrites soient dues à un mécanisme de thrombopénie, c'est-à-dire de perte de plaquettes. Vous savez, les plaquettes, ce sont des cellules qui participent à la coagulation. Et donc un comportement aberrant en quelque sorte des plaquettes, très, très similaire à ce que l'on observe chez certaines personnes traitées par héparine. Il peut y avoir une réaction de l'organisme à l'héparine complètement aberrante qui fait que les patients développent des thromboses d'une manière générale. Et donc, dans le cas
dans le cas du Covid, il y a eu donc ces thromboses cérébrales particulièrement, sinon fréquentes, en tout cas parfaitement inhabituelles et qui ont mérité d'être rapportées. Alors, je vous ai parlé de la pathologie des veines. Maintenant, on va parler un petit peu des artères. Alors, comme je vous le disais en préambule, il y a eu donc un nombre anormalement élevé d'accidents vasculaires cérébraux chez des gens particulièrement jeunes, des enfants, mais surtout en fait quelques adolescents, mais surtout des jeunes adultes, à un âge où il est peu fréquent de faire des accidents vasculaires, en particulier ischémiques. Donc là, c'en est une illustration, par atteinte donc des gros vaisseaux. Alors, le mécanisme de ces accidents vasculaires cérébraux est probablement mixte. Alors, il y a eu, dans un premier temps, un grand emballement sur une action directe du virus sur les parois de ces gros vaisseaux. Ce sont des études qui étaient essentiellement basées sur des techniques de microscopie électronique où des particules virales ont été décrites. Alors, ces papiers, après avoir suscité un grand emballement, ont été beaucoup discutés, beaucoup critiqués, et on n'est plus très sûr que les objets ronds que l'on a décrits dans ces artères soient vraiment des particules virales. En revanche, il semblerait plutôt que ce soit des facteurs circulants, humains, qui soient thrombogènes et qui, un petit peu comme ce que je viens de vous décrire pour la pathologie veineuse, puissent être responsables de pathologies également artérielles. Alors, les grosses artères, soit, mais quid des petites artères? Parce que là, alors, je vous disais qu'il était assez difficile de décrire ce qu'était un neuro-Covid, tant finalement les tableaux cliniques et les lésions sous-jacentes pouvaient être assez variées finalement. Mais il y a déjà les radiologues ont remarqué que chez des patients, souvent des patients en réanimation, qui en fait avaient une difficulté à se réveiller, on voyait donc on leur faisait une IRM, alors qu'ils commençaient à s'améliorer du point de vue respiratoire, mais n'arrivaient pas à se réveiller. Et que chez beaucoup de ces patients, il y avait des lésions de la substance blanche, des lésions multiples. Alors, on peut voir comme effet de la réanimation des anomalies de la substance blanche. Mais chez ces patients, il y avait qu'ils aient ou pas, par exemple, une circulation artificielle qui génère ce genre de lésions, même ceux qui n'avaient pas été mis sous ECMO, sous circulation artificielle, pouvaient développer ces lésions. Alors, certains s'en sont remis, et c'est bien, tant mieux pour eux, et d'autres non. Et donc, nous avons pu observer un certain nombre de ces patients. Alors, ces lésions, en fait, correspondent à de petites lésions artérielles, dispersées surtout dans la substance blanche, des lobes frontaux, temporaux, pariétaux, donc souvent associées à des hémorragies. Et en recherchant les protéines virales, eh bien, nous avons trouvé des agrégats de protéines spike, donc la protéine de membrane, accolés au noyau de ces cellules endothéliales, à proximité donc des zones lésées. En faisant des techniques de double marquage, nous avons pu préciser la localisation de ces agrégats qui sont en fait dans une structure de la cellule qu'on appelle l'appareil de Golgi, qui se trouve à côté qui a des vésicules, des poches qui sont à côté du noyau. Et en comparant les résultats avec ce que l'on trouvait dans le poumon, nous nous sommes aperçus que dans le poumon, la protéine spike, la protéine du virus, se dispersait dans l'ensemble de la cellule, dans le cytoplasme de la cellule. Alors que dans l'encéphale, alors non seulement on ne l'a trouvé, cette protéine, que dans la paroi des vaisseaux, dans les cellules endothéliales, mais encore, elle était
agrégée, elle était contenue dans ce petit sac à côté du noyau. Donc, on voit qu'il y avait un comportement très différent de la protéine spike dans le poumon et dans l'encéphale, dans le cerveau. Donc, notre conclusion de ces observations est qu'on ne voyait pas d'encéphalite, on ne voyait pas d'inflammation abondante dans le cerveau, pas de vascularite, c'est-à-dire pas d'inflammation destructrice des vaisseaux. En revanche, il semblerait qu'on soit devant un cycle de reproduction virale interrompu dans la paroi des vaisseaux qui aurait pour conséquence d'altérer la fonction des vaisseaux, qui est de filtrer les échanges entre le sang circulant et le cerveau. Or, chez ces patients, on aurait en fait une altération en fait de cette barrière. Alors, maintenant, quand on voit toutes ces observations un peu disparates, on voit que donc le virus n'est pas si abondant que ça dans le cerveau, d'une part. Deuxièmement, l'inflammation non plus n'est pas si abondante que ça, que la pathologie vasculaire sous différentes formes semble jouer un rôle important, en revanche. Et comment peut-on faire le lien avec ce que l'on commence à décrire comme le Covid long, c'est-à-dire ces gens qui ne se remettent jamais tout à fait, pas encore tout à fait, du moins, de ces pathologies, avec des troubles qui vous ont été décrits, mais les troubles neurologiques du Covid long sont des troubles qui donnent peu de prise, hein, c'est fatigue, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, du sommeil, mal à la tête. Et quel est le lien, s'il y en a un, avec le développement d'une maladie neurologique chronique, comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson? Alors, je vous dis tout de suite que, de mon point de vue, on est vraiment au stade des hypothèses. Donc là, Marie-Claude aura peut-être des commentaires à faire sur cette partie. Je vais vous livrer quelques éléments de la littérature récente qui offre des pistes de réflexion et des pistes de recherche pour comprendre, d'une part, le mécanisme de ce Covid long et de tenter de comprendre s'il existe un lien avec et un risque de développer des maladies neurologiques chroniques. Donc, par exemple, rapidement, dans quelques exemples de la littérature, cette approche est basée sur la médecine de réseau. La médecine de réseau, ça consiste à prendre des bases de données, à les comparer et à essayer de reconnaître des cibles thérapeutiques à partir de ces bases de données. Donc, dans cet article, à partir donc de patients soit atteints de Covid, soit atteints de maladie d'Alzheimer, des bases de données les concernant ont été comparées. Alors, des bases de données des protéines considérées comme évocatrices de l'une ou l'autre pathologie, des bases de données d'ARN, hein, qui sont ces acides nucléiques qui vont être spécifiques à chaque pathologie et à chaque cellule en fonction des protéines qu'elles vont produire. Et puis, donc base de données de protéines, base de données d'ARN, base de données de gènes. Et ce qui est ressorti de cette confrontation de toutes ces bases de données, c'est qu'il y avait en effet des points communs sur les voies de l'inflammation et amusant nous, ça nous intéresse particulièrement, et également des marqueurs d'atteinte des petits vaisseaux, hein, qui sembleraient être un point commun entre les cohortes et faire le lit en fait du développement de troubles cognitifs. En outre, leur étude génétique a montré que des patients qui avaient un profil ApoE4 homozygote avaient des défenses antivirales réduites par rapport aux autres. Donc là, on voit que ce sont des données qu'on dit méta, hein, des métadonnées. C'est à partir en croisant des résultats obtenus sur un grand nombre de patients, on peut voir se détacher des points communs entre des pathologies a priori différentes et qui peuvent avoir comme point commun
des troubles cognitifs, en sachant que les troubles cognitifs dans le cerveau, il y a des tas de façons de les développer. Alors, certaines études ont pointé que le virus pouvait persister, en fait, alors ça, c'est bien sûr un élément extrêmement important, mais sujet à controverse, puisque même dans les cas aigus, on voit que le virus est peu présent dans le cerveau. Il peut y avoir des gens chez lesquels le virus traverse et persiste longtemps dans le système nerveux central. Des modèles animaux ont montré cependant qu'il n'y avait pas besoin de virus dans le cerveau, qu'en créant chez l'animal une infection à SARS-CoV-2 purement respiratoire, on pouvait entraîner, probablement par le biais de facteurs circulants, des dommages tels que la perte des gaines des nerfs, la myéline, ou des pertes neuronales. Enfin, un papier tout récent, mais qui est un papier de revue, donc d'opinion plus que de résultats, suggère que la pénétration du SARS-CoV-2 dans le cerveau, en activant les récepteurs dont je vous ai parlé, les récepteurs ACE2, pourrait entraîner une accélération de la propagation des protéines. Alors, des protéines qui peuvent être la protéine Tau, la protéine alpha-synucléine pour le Parkinson, et aboutir à des maladies neurodégénératives. Donc tout ça, ce sont des voies de recherche. Pour l'instant, ça reste quand même assez spéculatif. Voilà, et remerciements à tous mes collaborateurs du laboratoire de neuropathologie, de l'ICM, voilà, je vous laisse. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Non, tu n'as pas été trop longue, c'est parfait. On a encore même le temps pour des questions. Et merci pour cet éclairage sur tout ce que l'on sait et tout ce que l'on a vu dans le cerveau des personnes. Et surtout tout ce qu'on ne sait pas, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et toutes ces ouvertures à la fin sur ce qu'on aimerait essayer de découvrir encore. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on l'appelle le neurocovid, mais est-ce qu'on sait quelle est la proportion dans la population de gens qui ont développé ces formes de neurocovid versus les formes peut-être plus spécifiques des fonctions respiratoires? Alors, si on parle, alors pour parce qu'en fait, là, il y a plusieurs choses. En ce qui concerne l'anosmie, enfin, la perte de l'odorat, c'est un symptôme qui est extrêmement fréquent et qui peut être extrêmement banal aussi. Alors, à la limite, les gens qui ont vraiment un neurocovid, on ne sait pas s'ils ont eu une perte de l'odorat parce qu'ils sont graves, ils sont dans le coma. Et aller tester l'odorat de quelqu'un qui est dans le coma, c'est très difficile. Donc finalement, la perte de l'odorat, c'est une forme fréquente, mais finalement bénigne de la maladie. Que je pense que nous sommes nombreux ici à être passés par la phase Covid, et beaucoup d'entre nous l'ont eu, cette anosmie qui finit par régresser. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Ça fait presque partie des symptômes classiques de la maladie. Bon, alors ensuite, quand on parle vraiment alors, il y a... c'est tellement hétérogène que c'est difficile. En ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux, chez les patients en réanimation avec des neurocovid, je crois que ça peut-être, je ne sais pas si Benjamin Davido est là, peut-être qu'il saurait mieux le dire que moi. Oui, j'allais dire, peut-être que Benjamin et Julie pouvaient nous retrouver pour commenter aussi sur ces dernières questions, donc n'hésitez pas. Oui. Alors oui, moi ce que je voulais dire, c'est je crois sur les études qui ont montré la présence en tout cas du virus dans le liquide céphalorachidien, c'était extrêmement rare et ça représentait moins de 5% des cas. Oui. Et la question là actuellement, c'était exactement précisément, pardon. Non, si on avait la proportion en fait de gens qui ont été spécifiquement touchés au niveau du cerveau. Comme ça vient d'être très bien expliqué, en fait le problème c'est ça, c'est la question de à quel moment donné on s'est posé la question qu'il pouvait y avoir des signes neurologiques qui étaient difficilement interprétables, notamment chez les patients extrêmement sévères. Et ce qu'on a surtout observé, ce sont, et parfois d'ailleurs par des orthophonistes, des séquelles neurocognitives qui allaient au-delà de la réanimation qui est associée au virus, qui font qu'on a réalisé les images qu'on a vues. Donc je crois que c'est très disparate selon une étude à l'autre. Sans dire de bêtises, plus la forme est grave,
plus il y a un risque de cette atteinte neurologique. Et ça, je crois que ça avait été bien démontré, notamment dans la première vague. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire une forme plutôt bénigne et respiratoire n'a pas de raison de faire une forme exclusivement neurologique. Alors, du coup, une question qui suit par rapport à ça. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour savoir si la vaccination a eu des effets sur certaines des troubles que nous a mentionnés, Daniel, en particulier au niveau des vaisseaux? Écoute, l'épidémiologie, je suis certainement pas la mieux placée pour en parler. Moi, je peux te parler des lésions cérébrales. L'épidémiologie, je ne sais pas. Alors, ce qui est évident, c'est que nous, de notre point de vue, on a vu une cassure de la courbe de mortalité et de formes graves menant au décès. C'est clair, à partir du moment où il y a eu la vaccination. Voilà. Ça, de fait, on a eu notre UF d'autopsie a été sollicité surtout pendant le premier confinement de 2020, où là vraiment c'était. Alors en plus les traitements anticoagulants, enfin les protocoles thérapeutiques étaient même pas spécifiques, mais symptomatiques de prise en charge des patients n'étaient pas encore très très au point, n'avaient pas encore été en tout cas médiatisés, etc. Donc, je pense que les services de réanimation qui étaient confrontés aux formes graves faisaient ce qu'ils pouvaient avec des patients dont on découvrait chaque jour. On comprenait un peu mieux chaque jour ce qu'ils avaient, mais on a été très impuissants, je pense, pendant bien 6 mois où là, il y avait une mortalité quand même très élevée. Et en fait, la plupart des cas que je vous ai montrés sont des patients qui sont décédés pendant cette période-là. Après, déjà la mortalité, même avec ça je pense aussi que Benjamin en parlera beaucoup mieux que moi, mais la mortalité a déjà été beaucoup mieux contrôlée à partir du moment où il y a eu des protocoles thérapeutiques. Ce que tu as dit, Daniel, est très très juste. Au-delà de l'attrait spécifique et aussi du nombre moins important de malades à l'hôpital, je crois que très clairement ce qui a été démontré, c'est que le vaccin protégeait des formes graves au sens large. Et que souvent, on a réduit la forme grave à l'atteinte respiratoire, le poumon étant un organe. On le connaît bien dans d'autres maladies, notamment dans les septicémies. On sait qu'on peut avoir, d'ailleurs, si on va autopsier des gens qui vont faire des septicémies sur une bactériémie à Escherichia coli, qui est un germe classique d'infection urinaire, on peut trouver des strass, comme ça a été bien montré, que nous, d'ailleurs, on appelle ça souvent tigré au niveau pulmonaire. Et c'est exactement la même logique. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un défi à moyen terme de ce qu'on fera successivement de la santé avec un grand S, mais aussi de la vaccination Covid pour les populations en général. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui nous est arrivée de Gladys, peut-être sur le sujet qu'évoquait Julie, où elle nous dit « Le port du masque chez les soignants qui interviennent auprès d'un public présentant une démence, du coup, a été une obligation. » Et donc, elle se demandait si ça a eu un impact sur les troubles du comportement et sur l'agitation. Est-ce qu'on sait ça ? Ouais, c'est une excellente question. À ma connaissance, il n'y a pas eu de données publiées sur cette chose. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes d'une manière générale des soignants, justement, au fait de mettre en péril un peu la relation avec les patients, surtout des patients qui vont avoir des difficultés d'interaction, des troubles du comportement. Donc, je sais qu'il y a eu ces inquiétudes. Il n'y a pas de données à ma connaissance là-dessus. Alors, j'ai un peu triché parce que la question était là avant, donc j'ai regardé un petit peu entre-temps. Il y a notamment une étude en cours, justement, où c'est plutôt avec les médecins, justement, une enquête. Je dis ça, je ressors ce que je viens de trouver, pour justement essayer de voir dans quelle mesure ça a atteint la relation patient et professionnel de santé. D'une manière générale, c'est sûr que le masque, il va modifier ça. Par contre, il y a des données dessus, les interactions sociales, parce qu'on lit moins bien le visage, etc. Et d'une manière générale, pour des personnes qui vont avoir des difficultés d'interaction et qui ont besoin d'être rassurées, qui sont facilement agitées, anxieux, alors de manière instinctive, j'aurais tendance à dire que oui, il y a un effet et que c'est un peu un problème. Après, il n'y a pas de chose plus que ça, et n'étant pas moi-même, du moins plus dans les hôpitaux et n'ayant pas été confrontée à ça, je ne peux pas vraiment en dire plus. Je ne sais pas s'il y a des cliniciens qui ont expérimenté ça et qui veulent rajouter, qui peuvent rajouter quelque chose, mais voilà. On ne t'entend pas, Philippe.
voudrais juste rajouter une question. Est-ce que maintenant, la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on a une diminution significative de la transmission dans la population, est en faveur d'une libération du masque dans les EHPAD? C'est une vraie question, quoi. Ou quand on rencontre les personnes âgées. Benjamin, si tu as un avis là-dessus. Je crois que c'est justement un sujet qui est à l'œuvre aujourd'hui par la Société française de gériatrie. Tout à fait. Tout à fait. La Société française de gériatrie demande à ce que maintenant, la balance bénéfice-risque est plus en faveur d'un risque de désocialisation que d'un risque de contamination, surtout que 95% de la population des EHPAD est vaccinée. Exactement. Alors, moi, je pense que d'abord, il faut que ça soit la même chose dans chacune des EHPAD, et je crois qu'on a un problème parce que, sans revenir sur l'historique, c'est un des endroits où il y avait eu beaucoup de polémiques, même si on peut se féliciter d'ailleurs qu'on a mis en place la visio et que parfois ça a créé des liens avec des fois des situations de famille très éloignées. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit pas être l'élément, et plus que ça pose la question même du pass sanitaire, parce que dans ces établissements, on peut imaginer que si la famille, notamment, porte le masque, se protège, et que parfois dans des situations avec des sujets âgés qui ont déjà fait la maladie et qui sont triple, voire quadruplement vaccinés, je pense que des situations d'isolement ne doivent pas prendre le pas sur un risque qui est minoré chez une population très bien protégée, et parfois, souvent, on l'a dit tout à l'heure, qui a déjà été confrontée à la maladie, malheureusement. Merci Benjamin, merci Daniel, merci Julie, merci Marie-Claude, et bien sûr, merci Magali, et celle qu'on ne voit jamais mais qui est toujours présente, qui est Marion derrière, dans le back-office, qui gère l'ensemble du webinaire. Donc très grand merci à vous tous et à vous toutes pour ce webinaire qui était réellement passionnant. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous, c'est les rendez-vous du premier jeudi de chaque mois à 17h30, portera pour le 7 juillet sur les dernières avancées en matière de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous le 7 juillet et dès demain sur notre chaîne YouTube et sur notre site pour ceux qui ont raté ou ceux qui ne l'ont pas vu dans leur intégralité ou ceux qui voudraient le revoir. L'émission telle qu'elle a été faite aujourd'hui, qui sera à ce moment-là disponible pour tout le monde. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre participation et puis très bonne journée à tous. Bonne soirée, pardon, à tous. Merci à tous pour